Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Suite de Soins, coordinateur de soins à domicile spécialisé en plaies et cicatrisation. Je suis Géraldine Suchet, infirmière formatrice et animatrice au sein du réseau Suite de Soins. Je suis détentrice d'un diplôme universitaire plaies et cicatrisation. Je vais donc vous présenter le thème des plaies tumorales, qui est le dernier thème des grosses plaies en cicatrisation au niveau des plaies chroniques. Vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires avec tous les autres thèmes sur notre chaîne YouTube Suite de Soins. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour retrouver tous les replays que nous avons organisés depuis juin 2020. Donc bientôt 2 ans. Je serai accompagnée aujourd'hui de Rose Penin, infirmière responsable nationale du pôle cicatrisation Suite de Soins et qui est aussi détentrice d'un DU plaies et cicatrisation et qui s'occupera de la partie chat dans lequel vous pouvez poser vos questions et auxquelles elle répondra. Et s'il nous reste un petit peu de temps à la fin, nous prendrons quelques questions à l'oral. Juste si vous pouviez faire un petit retour justement déjà à Rose pour savoir si vous entendez bien et si vous me voyez bien, parce que du coup, moi là, j'ai aucun retour vidéo, donc je ne sais pas si vous me voyez. Bon, en même temps, ce n'est pas le plus important, mais bon, voilà, essayez de faire un petit retour et me dire s'il y a un petit souci ou pas, ou si tout est OK de votre côté et on va pouvoir attaquer. Alors, les plaies tumorales, les plaies tumorales, c'est quand même un vaste sujet complexe qui amène à une prise en charge complexe aussi. Donc là, j'ai essayé vraiment de vous faire une synthèse de tout ce qu'on pouvait mettre dans ce thème des plaies en oncologie. Et j'espère que ça ira pour vous au niveau de cette synthèse. Donc, les plaies tumorales, ce sont des plaies chroniques, donc des plaies qui cicatrisent en plus de 4 à 6 semaines, qui sont liées à un cancer, qui peuvent être des tumeurs primitives ulcérées à la peau ou des métastases cutanées qui, elles, peuvent être signes d'une récidive d'un cancer préexistant. Aujourd'hui, en France, ça date de 2021. Il faut savoir qu'on a 1000 nouveaux cas de cancer en France par jour. Et les cancers préexistants qui concernent ces métastases cutanées sont principalement ceux du sein. Ensuite, on retrouve ceux du cou et de la tête, les cancers rectaux, les gastro-intestinaux et enfin, en dernier, les lymphomes. La prise en charge principalement de ces cancers, de ces plaies tumorales est la plupart du temps palliative. Il faut savoir que ce sont des plaies tumorales avec un développement anarchique et vraiment imprévisible, d'où une prise en charge complexe. Et on est face à un processus assez destructif. Plusieurs types donc de plaies tumorales, on va les détailler un tout petit peu. Donc les cancers cutanés primitifs, les métastases cutanées, l'envahissement local par une tumeur primitive ou les cancérisations de plaies. La règle, c'est qu'il n'y a vraiment pas de cicatrisation spontanée. Si le patient ne répond pas à la chimiothérapie, il n'y aura donc pas de cicatrisation possible. Et ces plaies tumorales, en fait, elles reflètent de l'état avancé du cancer. Donc, l'évolution est vraiment dépendante de la réponse au traitement anticancéreux. Au niveau des cancers cutanés primitifs, on retrouve 3 sortes de cancers cutanés. Donc, les mélanomes, qui sont une tumeur maligne du système pigmentaire, donc des mélanocytes, qui peut survenir soit primitivement sur une peau saine, soit par la dégénérescence d'un névus préexistant. Donc, ça, ce sont des petits cancers qui sont pris en charge par des dermatologues. Ensuite, on a les carcinomes. Donc, eux, c'est les kératinocytes de l'épiderme qui se retrouvent touchés. Et enfin, les lymphomes cutanés. Donc là, c'est le cancer du système lymphatique au niveau des lymphocytes, donc du système immunitaire. Nous avons ensuite les métastases cutanées, excusez-moi, je suis passée un peu trop vite, qu'on appelle aussi les nodules de perméation. Donc, ces nodules de perméation, en fait, ce sont des nodules durs qui percent et qui prolifèrent.
On retrouve ces nodules de perméation dans 3 à 10% de tous les cancers confondus, donc qui métastasent au niveau cutané. Généralement, quand on est face à des métastases cutanées, on a un pronostic péjoratif. 65% des patients développant des métastases cutanées décèdent dans les 6 mois suivant leur apparition. Donc, c'est vraiment un pronostic péjoratif. Ils peuvent être, à contrario, ils peuvent être révélateurs d'un cancer primaire non connu. Parfois, les patients ont des métastases cutanées et c'est ce qui fait qu'on va aller faire des recherches, des scanners, des radios, de la biologie, et c'est là qu'on va trouver un cancer primaire. Les cancers de proximité, les cancers de proximité, tout simplement, ce sont des tumeurs extériorisées. On les retrouve vraiment beaucoup au niveau des cancers du sein et quelques-uns au niveau des tumeurs de la sphère ORL. Ça se produit généralement quand le cancer est négligé. On a l'extériorisation de la tumeur qui signifie que le cancer est souvent avancé. J'avais oublié de vous prévenir en début de webinaire, effectivement, il y a quelques photos, j'ai fait le tri, mais il y a quelques photos qui peuvent être relativement choquantes, mais bon, voilà, il faut savoir que ça existe et dans notre métier, il faut qu'on soit amené à avoir un peu de tout. Donc, en fait, la peau, elle va céder sous la pression de la tumeur qui pousse dessous. Dans le cas de tumeurs comme ça extériorisées d'un sein, on peut retrouver ça chez des patientes assez jeunes même, et on parle régulièrement de déni, tel que le même processus qu'un déni de grossesse. En fait, la patiente a ce que j'appelle un petit peu un chou-fleur au niveau de son sein, mais ne le voit pas, ne le sent pas, et souvent c'est l'entourage qui va vraiment alerter la patiente et mettre des mots. Donc c'est pour vous dire à quel point le cancer est vraiment négligé pour qu'on en arrive ici, et donc il y a une grosse prise en charge psychologique aussi à mettre en place pour ces patientes porteurs de tumeurs extériorisées. Et enfin, le quatrième type de plaie tumorale qu'on peut retrouver, c'est les cancérisations de plaies. C'est l'ulcère de Marjolin qui, lui, a été décrit pour la petite histoire en 1828 par François-Nicolas Marjolin, un médecin. Et donc, c'est une transformation maligne d'une cicatrice instable. Donc, généralement, ce sont sur des plaies ulcéreuses chroniques ou des brûlures. Voilà pourquoi, dans certains retards de cicatrisation de plaies ulcéreuses, notamment, on va demander à un moment donné, quand toutes les étiologies sont bien prises en place, si on est face à un ulcère veineux, on y a de la compression, si on est face à un ulcère artériel, on a revascularisé. Si malgré tout ça et des soins bien conduits, la plaie ne cicatrise pas, présente un hyperbourgeonnement, des saignements anormaux et qu'elle se modifie au fur et à mesure tous les jours, on va être amené à faire une biopsie pour aller rechercher s'il y a des cellules cancéreuses ou pas. Donc, la prise en charge au niveau des plaies en oncologie, donc je vous l'ai déjà un petit peu dit, ces plaies en oncologie sont complexes, vont avoir un impact multidimensionnel qui va entraîner une souffrance globale chez les patients. Je parle notamment des tumeurs extériorisées principalement. Il va falloir prendre en charge la dimension physique, psychologique, sociale. Les patientes, je parlais beaucoup de patientes parce que j'ai eu beaucoup de cas de cancer mammaire extériorisé. Les patientes vont avoir une difficulté d'acceptation de soins puisqu'elles sont dans ce déni et qu'il faut faire toutes les démarches pour arriver à l'acceptation. Malgré tout, quand on peut faire des pansements et que la patiente a bien voulu être prise en charge, la réflexion du pansement va vraiment permettre de verbaliser toute la souffrance que le patient peut ressentir face aux signes visibles de la maladie. Parce qu'en fait, quand on parle de cancer, les cancers, généralement, ils sont à l'intérieur, on ne les voit pas. Et donc, on est moins… du coup, c'est moins visible pour les autres et il y a un souci de moins, du coup, face à ça. En tant que soignant, il faudra vraiment chercher à préserver et privilégier la qualité de vie du patient. L'image corporelle donc, est totalement modifiée, comme on l'a vu sur les photos. Les patients parlent de mutilation, donc il y a une réelle souffrance
psychique et il faudra donc aussi un suivi psychologique qui est très important. Donc, c'est une prise en charge technique, puisqu'il y a des soins quand même qui vont être mis en place avec des pansements généralement lourds, mais une prise en charge humaine. Comme dans toute plaie chronique, pas de cicatrisation possible sans traitement de la cause. Donc, le traitement de la tumeur, lui, il est possible par chimiothérapie et ou radiothérapie et ou chirurgie. Et si le patient ne répond pas au traitement anticancéreux, ben, la cicatrisation ne sera pas obtenue. Et donc, du coup, on va être dans une prise en charge plus palliative que curative. Et donc, une prise en charge symptomatique. On va prendre en compte les besoins, mais également les désirs du patient. Donc, on va adapter la fréquence des soins, on va adapter le temps de réflexion de pansement à l'état du patient, on va anticiper la douleur. Ce sont des plaies, les plaies extériorisées sont des plaies qui provoquent de la douleur. On va gérer l'anxiété, on va prendre en compte le contexte possible de fin de vie. Effectivement, du coup, revoir la réflexion des pansements, peut-être pas à faire tous les jours selon les symptômes que la plaie provoque. Et on va essayer de donner un caractère esthétique au pansement, vu que déjà la tumeur est extériorisée, donc on va essayer de rendre le pansement le plus joli possible. Sur le plan clinique, la plaie tumorale est complexe, je vous le dis depuis le début. Elle peut présenter plusieurs aspects avec différents risques, donc que ce soit une hypervascularisation, des odeurs, de la douleur, de l'inconfort. La peau péridurale est généralement très fragile. On a un risque hémorragique du fait de l'hypervascularisation et on a un risque aussi infectieux. Dans le pansement de la plaie tumorale, en fait, on va gérer symptôme par symptôme. Si on a tel symptôme, on met tel pansement, un autre symptôme, tel pansement, et ce qu'on appelle le pansement sandwich est donc toléré dans ces cas-là. Si vous avez une ordonnance de réflexion de pansement pour plaie tumorale, pensez bien, si vous avez des patients à prendre en charge avec de telles plaies, pensez bien à refaire faire vos ordonnances pour qu'il soit noté dessus plaie tumorale. Les soins, eh ben, comme toute plaie chronique, là, il n'y a pas de nouveauté. Eau et savon doux liquide, on douche la plaie plus. On effectue un séchage doux en tamponnant. La détertion aussi mécanique n'est vraiment pas systématique. On ne va pas venir rechercher le bourgeonnement ici en vue d'une cicatrisation, mais on va plutôt venir chercher à éviter la surinfection en retirant les quelques croûtes qui peuvent se trouver à la surface de ces plaies extériorisées. Donc, réduire l'inflammation, limiter la prolifération bactérienne et ensuite réduire les odeurs, puisque c'est dans ces croûtes qu'on va retrouver les bactéries anaérobies qui provoquent les odeurs des plaies. Et on va hydrater la peau périlésionnelle si nécessaire. Quand on dit détertion mécanique, ça va être d'une compresse là. Hein. Du coup, on ne va pas s'amuser à aller gratter avec une curette ou voire même pire, un scalpel, puisque du coup, qui dit hypervascularité dit risque de saignement excessif. On va passer aux différents risques. Donc, le risque hémorragique, il est lié à l'origine capillaire due à l'angiogénèse propre de la plaie. Donc, il y a un risque hémorragique lié à la proximité des gros vaisseaux. Et du coup, face à ça, on va pouvoir mettre en place des pansements tels que les alginates, puisqu'ils ont une propriété hémostatique. Dessous, moi, j'essaye toujours de faire mettre une petite interface siliconée ou lipocolloïde, de manière à ce que l'algostérine ne colle pas complètement à la plaie et ne provoque pas de saignement au retrait si on ne peut pas aller détremper cette algostérine complètement sous une douche avant le retrait. On n'utilise pas de tulle gras directement sur les plaies tumorales parce que le tulle gras est pro-inflammatoire. C'est un facteur de croissance qui va favoriser la croissance des bourgeons et de ce fait, il va accélérer la prolifération des fibroblastes qui sont une des cellules de la cicatrisation, mais il va aussi accélérer la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, pas de tulle gras sur les plaies tumorales.
Pour ce qui est des risques hémorragiques assez impressionnants comme là, on va être amené à les quantifier. C'est important de les quantifier. Donc là, on utilise une poche de recueil pour quantifier parce que c'est des patients qui vont être amenés à être transfusés si besoin régulièrement pour compenser les pertes en sang. On peut aussi, dans certains services, ils utilisent aussi l'adrénaline qui va avoir un effet vasoconstrictif directement sur la plaie en la mélangeant à du sérum physiologique. Et à la maison, s'il y a une petite hémorragie qui est provoquée, par-dessus votre pansement, et ben, le patient il peut tout simplement mettre un sac de petits pois congelés. Le froid va provoquer cette vasoconstriction. Donc, bon, c'est toujours bien d'avoir un petit sac de petits pois congelés dans son congèle. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps à Rose qui vous répondra par écrit parce que le temps file et j'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps à la fin pour prendre des questions. Au niveau des exudats, les exudats, eux, ils sont dus à l'augmentation de la perméabilité des vaisseaux tumoraux et à l'action des enzymes bactériennes. Et du coup, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va faire une macération des berges. On sera amené à faire une réflexion de pansement plusieurs fois par jour, alors ce qui n'est pas forcément le mieux pour le patient, et ça va provoquer des inconforts. Donc là, du coup, je crois que ma caméra ne marche plus du tout, donc vous ne me voyez plus. Ça sera le deuxième ou le troisième webinaire où ça se passe comme ça, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Au niveau des pansements, on va utiliser, pareil, un alginate. On peut utiliser des hydrofibres en plusieurs couches si nécessaire, des hydrocellulaires si les exudats ne sont pas trop importants. Et enfin, si on est vraiment dans des plaies très exudatives, on mettra en place carrément des super absorbants. Au niveau des odeurs, donc je vous l'ai dit, les odeurs sont provoquées par la charge bactérienne, par les bactéries anaérobies qu'on retrouve dans les tissus nécrotiques, hein, que vous voyez bien ici, là, tout ce qu'on peut appeler vulgairement croûte ou croûtasse, hein, du coup. Et le premier soin, ça va être le lavage à l'eau et au savon, hein, dans tous les cas. Si on peut, la douche, c'est encore mieux. On va utiliser les pansements au charbon à mettre entre le pansement primaire et le pansement secondaire qui vont filtrer donc ces mauvaises odeurs. Et le Sorbact, sous toutes ses formes, a aussi une petite action au niveau des odeurs. Donc, vous pouvez aussi utiliser ce pansement qui est antibactérien et antifongique. Sinon, pareil, en milieu hospitalier, on va irriguer les plaies avec le métronidazole IV. À domicile, vous pouvez avoir de la prescription de flagyl perros que vous allez aller diluer dans du sérum physiologique pour mettre directement sur la plaie ou laisser dans une coupelle dans la chambre du patient. Il y a d'autres petits trucs aussi par rapport aux odeurs, parce que c'est vrai que c'est des odeurs qui peuvent envahir facilement la chambre, notamment en fin de vie. Et donc, dans ces cas-là, il y a des petits trucs tels que étaler sur une grande surface, soit de la mousse à raser, soit du marc de café, soit de la litière pour chat. C'est vraiment 3 matières qui vont neutraliser les odeurs au niveau d'une chambre d'un patient. Et puis après, vous avez tout ce qui va masquer les odeurs, comme les huiles essentielles, l'encens, les bougies. Elles, vraiment, c'est pour masquer les odeurs. Donc voilà, tout ce que vous pouvez faire quand vous avez des plaies avec odeur. C'est vraiment important de le faire parce que ça fait partie du confort du patient. Au niveau du risque infectieux, il peut avoir un risque vraiment, il faut faire attention surtout qu'il n'y ait pas de provocation d'infection par contiguïté, lorsqu'on a des voies veineuses centrales ou des cathéters pas très loin de la plaie tumorale. Donc là, on est chez une patiente âgée déjà, avec une plaie tumorale extériorisée assez costaude. Donc, on va utiliser les pansements antibactériens tels que le Sorbact et on peut aussi mettre des pansements à l'argent qui sont sur prescription médicale pour rappel. Et le médecin pourra mettre en place des antibiotiques suivant le bilan sanguin si nécessaire. Un petit truc que j'avais appris
depuis que je suis ici, c'est que là, sur cette plaie, en fait, on a eu l'apparition de vers. Donc, il n'y en a pas que dans les plaies tumorales, hein, des apparitions de vers. Moi, j'en avais eu entre les orteils chez des patients, des vers. Et vous pouvez en fait étouffer ces vers avec de la vasine. Donc, oui, la vasine, c'est gras, il faut pas en mettre sur la plaie tumorale, mais dans le cas où vous avez des vers, et ben, vous mettez un gros amas de vasine dessus et ça vous permet d'étouffer les vers et que vous n'en ayez plus sur votre plaie. Au niveau de la douleur, la douleur, elle peut être induite par les soins. On est face à des douleurs neuropathiques, nociceptives. En fait, la réaction inflammatoire due à la tumeur va stimuler les récepteurs présents et cette stimulation va entraîner des douleurs lancinantes, permanentes, des sensations d'écrasement, de torsion, de broyement. C'est vraiment ce que les patients ressentent. Donc, pareil, en milieu hospitalier, on peut avoir recours au méopa, le gaz anxiolytique et analgésique. Et puis, vous pouvez mettre en place une anesthésie locale aussi avec de l'EMLA 5%, sachant que la cotation que les infirmières libérales ont depuis le 1er janvier 2020 ne concerne que les pansements d'ulcères et d'escarres. Donc voilà, donc après, il faut voir un petit peu avec vos sécurités sociales s'il ne peut pas avoir une petite exception pour mettre en place de l'anesthésie locale avant réfection de pansement pour une plaie tumorale. Hein. Et sinon, on adapte la réfection du pansement à la douleur aussi. Si les exudats ne sont pas trop importants, on va espacer la réfection des pansements de manière à ne pas trop toucher, ne pas trop entraîner des douleurs. Voilà. La peau périlésionnelle, on l'a dit, elle est très fragile, cette peau périlésionnelle. Donc, on peut être vite en sensation d'inconfort et provoquer des douleurs. Donc, si elle est sèche, on va mettre de la crème hydratante. Si on a beaucoup de macération, on va mettre des super absorbants en place. S'il y a de l'eczéma, on peut être amené à mettre des dermocorticoïdes sous prescription. Et puis, on va éviter tous les adhésifs, forcément. Et on va plutôt faire des fixations avec des jersey tubulaires. On va découper type maillot de corps. Je pense qu'on l'a toutes fait un jour, ça, de découper un jersey tubulaire en maillot de corps ou d'en faire un collier de manière à ce qu'il n'y ait aucun adhésif sur la peau périlésionnelle. Voilà, ça c'est un petit tableau dont vous avez en bas, là tout en bas, vous avez d'où il est tiré ce tableau. C'est un arbre décisionnel de ce que vous pouvez mettre en place pour la prise en charge de ces plaies tumorales. Voilà, ça c'est mon tableau à moi que je vous remets dans tous mes webinaires qui reprennent les stades de la plaie. Le but à ce stade de la plaie et quelle est la classe de pansement à mettre en place face à ce stade de la plaie. Les plaies en oncologie, ça regroupe aussi les complications cutanées liées au traitement. Quel traitement? Le traitement de la radiothérapie. En fait, la radiothérapie, c'est un traitement à base de radiation qui vont aller bloquer les cellules cancéreuses, qui vont bloquer la capacité des cellules cancéreuses à se multiplier. Il faut savoir qu'au début d'une radiothérapie, la tumeur peut grossir en début de traitement et après, elle rediminue comme vous pouvez le voir ici. C'est vraiment le traitement loco-régional des cancers et elle peut être utilisée de façon curative ou palliative. Malgré tout, qui dit rayon dit brûlure et on appelle ça les radiodermites. Donc, c'est des lésions cutanées induites par les radiations ionisantes qui sont liées à la dose administrée. Donc, ça dépend vraiment de la dose administrée pendant ces radiations, mais aussi des zones irradiées. Et on aura plus les zones irradiées les plus sujettes aux radiodermites, ça va être les seins, les plis, en fait, les plis cutanés ou le cou aussi, là où la peau est la plus fragile. Donc, on a deux types de radiodermites, des radiodermites aigus qui vont survenir dans les jours ou les semaines suivant le début de l'irradiation. Et ça peut amener à faire une cause temporaire ou définitive du traitement. Et généralement, quand la radiothérapie est arrêtée, ça va régresser spontanément.
La classification nationale Cancer Institute a classé 5 grades de radiodermite avec les symptômes et on va les prendre un par un de manière à voir quelle prise en charge à mettre en face. Avant tout début de traitement de radiothérapie, on va appliquer une crème qui peut être comme la Cicabio chez Bioderma ou des crèmes à calendula qui sont plus efficaces que la biafine. Mais la biafine est la seule crème qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour les radiodermites érythémateuses. On arrête l'application de ces crèmes 24 heures avant le début des séances. Pendant le traitement, c'est lavage quotidien en savon neutre, séchage doux, on évite les parfums, on porte des vêtements en coton et forcément, on se protège du soleil. En prévention, 2 études cliniques ont été réalisées par des laboratoires et qui ont montré l'intérêt de l'application, soit du mépitel-film qui doit être appliqué dès la première séance et maintenu lors de la séance et tout au long de la prise en charge, soit l'hydrotac transparent qui lui est appliqué lors de la mise en place mais qui doit être retiré pendant les séances et qui doit être maintenu pendant tout le long de la prise en charge. Ces 2 produits diminuent de façon significative l'apparition de lésions radio-induites. Le traitement de la radiodermite de grade 1, donc là on est face à un érythème léger ou une desquamation sèche, donc il peut avoir une prescription de topique. Vous pouvez mettre en place donc l'hydrotac transparent qui va réhydrater, qui va surtout apaiser et qui va réduire la douleur. Et notamment si vous le mettez, si le patient le met au frigo avant d'être mis en place sur l'érythème. Vraiment, ça c'est prouvé, ça réduit vraiment la douleur. Et sinon, vous pouvez mettre une interface siliconée, le mépitel, qui peut être laissé en place et qui, lui, est compatible avec la radiothérapie. Radiodermite de grade 2, donc là, on est avec un érythème et des œdèmes modérés. On a une petite desquamation exudative. Donc là, si c'est peu exudatif, hydrotac transparent. On peut mettre en place du tulle et des interfaces vasinées que si la radiothérapie est terminée, sinon on a un effet bolus du corps gras. De l'urgotule, des interfaces lipocolloïdes, pareil, que si la radiothérapie est terminée, ou une interface siliconée telle que le mépitel peut être mis en place aussi. Si vous êtes sur un grade 2 plus exudatif, on mettra plus une interface absorbante siliconée de manière à aller absorber les exudats qui sortent de la radiodermite, les hydrofibres ou des hydrocellulaires siliconés ou foam qu'on pourra changer toutes les 48 heures ou 72 heures, mais qu'on enlève bien sûr pour les séances. Là, c'est un exemple quand même que j'ai eu donc à gérer le 23 novembre 2021. Vous voyez bien, le patient est a une trachéotomie, il est en radiothérapie au niveau d'un cancer ORL. Et là, on était sur une lésion, un grade 2 quand même, et j'ai quand même longuement hésité parce que là, pour l'instant, il était en lésion. Il était traité pour ces lésions, je vais y arriver, par l'IALU7 et tube gras. Donc, on a tout fait stopper et on a proposé de mettre un hydrotac transparent parce que surtout, le patient avait mal. Et donc, vous voyez, on est le 23 novembre et en une semaine, avec l'hydrotac transparent, le patient non seulement ne souffrait plus, mais en plus, sa peau périlésionnelle, enfin, sa peau était redevenue beaucoup moins inflammatoire et pas du tout exudative. Donc, voilà, et le patient mettait bien l'hydrotac transparent au frigo avant et donc était soulagé tout de suite. Le grade 3, donc là, le grade 3, on est sur une abrasion cutanée avec une desquamation sointante et des saignements au contact. Donc, si on a des exudats, on va mettre des hydrofibres et des hydrocellulaires en place. S'il y a des saignements, et ben, ça sera l'alginate qui va être mise en place avec son pouvoir hémostatique. L'arrêt du traitement radiothérapie est discuté à ce moment-là. Alors que dans la radiodermite du grade 4, on ne discute même plus de l'arrêt du traitement, on l'arrête complètement. On est face à des ulcérations, des nécroses, des hémorragies spontanées. Donc, le traitement est identique au grade 3, mais il y aura souvent nécessité d'une prise en charge spécialisée par greffe. Les radiodermites chroniques, elles peuvent survenir tardivement après l'irradiation des tissus. Donc, on aura des lésions qui vont stabiliser, qui vont aboutir à une radiodystrophie, c'est-à-dire une altération cellulaire ou tissulaire, avec une inflammation chronique, une dyschromie. Donc, la dyschromie, c'est une macule, c'est une lésion cutanée
d'une couleur différente de la peau, qui correspond à une pigmentation anormale. Et on peut retrouver des télégiantasies aussi. Soit les lésions évoluent dans le temps sans atteindre un équilibre cicatriciel, et elles vont aboutir à une radiodystrophie évolutive, et là on aura une radionécrose, c'est-à-dire la destruction des cellules de la peau, et qui peut induire un cancer derrière. Donc, il y aura une biopsie systématique des lésions, une prise en charge médicale avec des soins locaux et une cicatrisation dirigée en fonction du stade de la plaie, antibiothérapie si besoin, et prise en charge de la douleur. Là, c'est l'exemple d'une patiente de 90 ans qui n'a pas été acceptée en chirurgie et qui, donc, après 2 ans de cicatrisation dirigée, on a réussi à arriver à ce résultat. La prise en charge chirurgicale, elle, c'est vraiment le seul traitement curatif de la radionécrose si le patient est candidat à ça. Et donc, il y aura une exérèse large des tissus nécrotiques avec la mise en place de TPN, ou lambeaux ou greffe. Ça, c'était les complications de la radiothérapie. Maintenant, on a des complications au niveau de la chimiothérapie. On va être un tout petit peu en retard, je suis désolée, c'est bientôt fini. Mais du coup, je vous le disais, c'est quand même complexe, ces plaies tumorales et ces complications radiodermite et donc les complications chimiodépendantes. Donc là, c'est ce qu'on appelle le syndrome Main-Play. Et ça, on l'a tout eu à domicile. Le patient qui n'arrive plus du tout à aller chercher son yaourt dans le frigo parce qu'il est plein de fourmillements, d'engourdissement, de dysesthésie. Le froid lui provoque vraiment des engourdissements. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le syndrome Main-Pied, qui est causé par les antimitotiques tels que le Xeloda, le Caelyx ou le Taxotere. Donc, ça peut aller jusqu'à des flictènes, des desquamations, et donc ça peut aussi former des plaies. Pareil, différents grades avec les symptômes que vous retrouvez en face. Donc, au niveau de la prévention de ces syndromes main-pied, c'est bien conseillé à vos patients, 10 jours avant la chimiothérapie, d'aller en visite chez le podologue qui va faire un soin de pied complet en retirant les callosités. Vous pouvez ensuite conseiller à votre patient de s'hydrater les pieds, les mains, toujours avec des crèmes telles que la Bioderma ou l'Ipicar. Ce sont des crèmes vraiment intéressantes pour l'hydratation. Et puis, pendant la chimio, vous pouvez aussi conseiller à vos patients soit de porter des gants, des pantoufles aussi, ne pas marcher pieds nus. Et donc, éviter les chaussures trop serrées, les talons hauts, éviter tout ce qui est bijoux et vêtements trop serrés aussi. L'exposition au soleil, ça coule de source aussi. On utilisera plutôt des savons sur gras et enfin nos fameuses crèmes hydratantes. En fait, les traitements anticancéreux, ils vont vraiment provoquer une fragilité des petits vaisseaux sanguins au niveau de la peau, des mains et des pieds. Et voilà pourquoi on se retrouve avec ce syndrome main-pied. Et pour finir, un petit mot quand même sur l'extravasation de chimiothérapie. Donc là, on est sur la conséquence du passage extravasculaire d'un produit de chimiothérapie. Ça peut entraîner la nécrose des tissus. On aura une douleur, un œdème, rougeur, picotement. C'est une urgence. Il faut arrêter immédiatement la perfusion. Il faut aspirer le maximum de produits injectés et ponctionner le site avec une aiguille sous-cutanée. Laver au sérum physiologique et application de glace dans la foulée. Bilan lésionnel avec l'heure de l'accident, le produit, un bilan clinique. Donc, c'est un renvoi à l'hôpital pour pouvoir gérer ça. Et je vous ai mis une photo parce que quand même, c'est un cas très rare. Et je ne sais pas du tout la prise en charge derrière, mais voilà, c'est une jeune fille de 16 ans avec une maladie de Hodgkin qui avait sa chambre implantable dans la cuisse et extravasation de chimiothérapie. Donc, vous voyez un petit peu les dégâts que peuvent faire ces traitements. Donc, voilà, arrêt immédiat de la perfusion et prise en charge à l'hôpital dans la foulée pour gérer tout ça. Voilà, j'espère que Rose a pu répondre à toutes vos questions. Je suis désolée pour les soucis techniques que vous n'ayez pas vu de tout le webinaire, mais voilà, j'espère que ça a été assez clair. J'ai essayé de survoler un peu tout, donc j'espère que je n'ai pas trop survolé non plus et que vous avez appris des choses.
Je vous donne rendez-vous le 19 mai 2022 et on aura la chance de retrouver le docteur Sophie Alsaman Zouaghi, chirurgienne digestive, qui va venir nous faire un webinaire sur l'infirmier libéral et les stomies digestifs parce que c'est quelque chose qu'on a quand même souvent à domicile. Donc, voilà, ça va être très intéressant et on se retrouvera au mois de juin, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est le jeudi 16 juin pour un dernier webinaire dans lequel on refera un gros topo sur le suivi des plaies et sur l'utilisation notamment de notre application AviPlay. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le jeudi 19 mai 2022. À bientôt. Au revoir.